Bonjour à tous. Donc je me présente, je suis Marie-Paule Hy, chargée de mission vie étudiante. Vous allez beaucoup me voir pendant ces 3 jours, puisque les journées de rentrée sont organisées par la mission vie étudiante. Donc le programme est extrêmement riche cette année. Vous l'avez dans vos sacs que nous vous avons distribués au rez-de-chaussée. Il y aura un peu de tout pendant ces 3 journées, donc des tables rondes scientifiques le matin. Il y aura cet après-midi 2 tables rondes extrêmement importantes pour vous, faire un master, faire un doctorat, lors desquelles vous pourrez venir poser vos questions. Et ensuite, les après-midi sont organisés avec des forums thématiques en fonction des besoins des étudiants qui vont de la vie étudiante jusqu'à les données de la recherche, etc. Et également des ateliers. Donc les ateliers cette année ont lieu sans inscription préalable, donc vous pouvez vous présenter aux ateliers. Il y a 25 places de disponibles aux ateliers et parfois, selon les ateliers, il y a quand même 3 sessions. Donc ça vous laisse quand même le temps de pouvoir jongler entre les ateliers que vous souhaitez suivre. On a aussi beaucoup d'événements qui sont en parallèle à ces moments, notamment une exposition en bas qui a été financée par le FSDIE cette année au mois de mai sur les musulmans de Chine. Donc c'est 3 étudiants en master de l'EHESS qui vont être doctorants cette année qui ont monté cette exposition. Donc on vous invite à aller la voir. Il y aura un photomaton qui sera installé demain au bâtiment EHESS. Donc il y aura juste à traverser la rue pour garder un beau souvenir de ces journées de rentrée. Et voilà, toutes sortes d'événements le soir, une représentation, une performance de danse mercredi soir et également un moment d'échange avec Marseille autour de productions audiovisuelles et sonores mardi soir. Voilà, donc le programme, vous l'avez dans vos sacs, donc je vous laisse le consulter. Donc, je voudrais remercier, parce que je me rends compte que dans ces journées de rentrée, ça sera le seul moment où j'aurai l'occasion de le faire, tous les services qui ont contribué à l'organisation de ces journées de rentrée, qui sont un événement sur le plan logistique qui sont assez importantes. Donc tout d'abord le service de la mission vie étudiante avec Juliette Chalmin qui est là. Donc peut-être tu peux te lever Juliette que les étudiantes visualisent, qui va être quand même une de vos interlocutrices principales à la mission vie étudiante. Donc le service de la mission vie étudiante, le service de la com avec Sariel Saadni qui a énormément contribué avec Juliette. Ça a vraiment été les 2 chevilles ouvrières de ces journées de rentrée. Donc Feriel, elle se cache, elle est en régie là derrière, mais vous pouvez quand même lui dire bonjour. Voilà, donc Feriel. Et ensuite, bien sûr, le service de la DIS, direction de l'image et du son, qui sont toujours très présents et qui nous aident beaucoup sur ces journées de rentrée. Le service de la logistique, sans lequel rien ne pourrait être fait. Et ensuite, bien sûr, le campus Condorcet, les services du campus Condorcet, notamment de la logistique. Voilà, donc ça, le GED qui va être là. Tout au long, surtout lors du forum des bibliothèques, mais vous avez des visites au GED qui sont prévues, donc c'est le grand équipement documentaire, on va en parler dans une minute. Donc tout ça c'est prévu pour vous, donc n'hésitez pas, il faut que vous vous baladiez sur le campus. Vous pouvez aussi imaginer ces 3 journées de rentrée comme une balade sur le campus. Vous pouvez aller jusqu'au terrain de basket qui est à l'extrême nord du campus. Donc voilà, n'hésitez pas à visiter le bâtiment EHESS où auront lieu la plupart des manifestations demain. Voilà, donc pour la liste des remerciements, je voudrais également remercier nos partenaires, le Crous, qui nous fait vraiment l'honneur d'être là au forum Mission vie étudiante. Également le service de santé universitaire, ils seront là également. Donc n'hésitez pas à aller au forum, aux différents forums pour vous renseigner, prendre de la documentation, etc. Donc je remercie également le service des relations internationales qui nous ont aussi beaucoup appuyés pour ces journées de rentrée avec des nouveautés aussi cette année.
Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. C'est toujours très très dangereux de se lancer dans les remerciements. Et un service absolument central pour vous, qui est le service de la DEV, dont vous avez déjà entendu parler, la direction de l'enseignement et de la vie étudiante, qui a beaucoup œuvré pour ces journées de rentrée également. Voilà, donc je vais vous céder la parole, mesdames et messieurs du bureau. Donc, Christophe Prochasson, le président de l'HESS, voilà, prendra la parole. Ensuite, Frédéric Barami, vice-président. Ensuite, ça sera Brigitte Derlon, qui est vice-présidente de la direction des enseignements et de la vie étudiante, qui prendra la parole. Ça nous a paru important que la DEV voilà, prenne la parole peut-être un peu plus longtemps pour cette présentation institutionnelle. Et ensuite, ça sera Caroline Callard, qui est vice-présidente de la recherche et du campus Condorcet. Sabina Loriga, vice-présidente de la direction internationale, des relations internationales. Et Claire de Marguerie, direction générale des services, qui nous présentera les instances, mais d'une manière poétique, voilà, lyrique et poétique. Très bien. Donc je vous cède la parole pour cette petite présentation institutionnelle qui est utile. On a voulu la faire un peu brève cette année, mais voilà. Merci. Merci beaucoup Marie-Paul, et parmi tous les remerciements, il y a celui ou ceux que nous devons t'adresser à toi dans cette très lourde charge de la vie étudiante et de l'organisation de ces journées de rentrée. Je dois d'abord vous dire bonjour à toutes et tous, bien sûr, et vous dire tout le plaisir qu'on a à ce moment de l'année. D'autant plus que, comme vous, nous avons passé des mois derniers, voire des années précédentes, de façon un peu compliquée, sans pouvoir parfois accéder à votre présence, comme dire, réelle, ce qui est une drôle de formule, pour des relations à distance. Et que nous avons enfin l'espoir que tout cela est derrière nous. En tout cas, nous, à l'École des Hautes Études, nous tenons beaucoup à ce que tous nos enseignements, toutes nos rencontres aient vraiment lieu. Et celle-ci est la première de l'année. Et ça suscite, j'espère, autant chez vous que chez nous, un immense plaisir. C'est le moment, Marie-Paul l'a dit avec un petit clin d'œil, c'est le moment un peu institutionnel, donc on va essayer d'être le moins ennuyeux possible, d'autant plus que j'ai compris qu'il y avait des spectacles de danse et de musique. Il faudra peut-être que nous réfléchissions l'année prochaine à des innovations de ce style-là pour ce qui nous concerne, mais nous allons être très sages, peut-être trop sages ce matin, et chaque année on se demande au fond quelle est la meilleure façon de vous présenter brièvement l'établissement dans lequel vous arrivez, vous nous faites l'honneur de nous rejoindre, et on a évidemment envie de vous présenter une image de l'école qui soit à la fois la plus juste possible, bien sûr, mais aussi, si j'ose dire, la plus appétissante. Alors, je réfléchissais, comme tous les ans, ça m'arrive, quelles sont les meilleures façons de vous présenter l'école et d'expliquer, au fond, cette personnalité, parce que l'école a une personnalité. Je cite souvent cette formule que nous empruntons à Roland Barthes, qui disait « l'école a une allure ». Voilà. Et c'est cette allure que je voudrais rapidement vous décrire, et puis mes collègues ensuite vous préciseront les choses. D'abord, l'école, vous le savez tous, et je commence peut-être bizarrement pour un historien par le moins important, a une histoire. Et c'est une histoire qui est parfois un peu trop patrimonialisée, écrasée par quelques grands noms, que je ne citerai pas d'ailleurs, parce qu'on veut s'en libérer aussi de ces grands noms, même si nous les estimons beaucoup. J'observe d'ailleurs que les grands noms sont souvent les grands noms d'hommes, et qu'on oublie souvent les femmes qui ont aussi fait l'école des hautes études en sciences sociales. Donc je ne citerai personne. Mais je citerai l'institution qui s'est créée dans un climat intellectuel, politique, scientifique particulier, celui des années 70. Vous savez, celui pour lequel certains conservateurs consistent que
c'était un âge d'or et que depuis tout a baissé, diminué. Nous pensons exactement évidemment le contraire, grâce à vous et grâce chaque année aux étudiants et aux étudiantes que nous rencontrons et qui nous font la démonstration que, à l'encontre d'un certain nombre de clichés, les sciences humaines et sociales vont bien. Elles vont très bien et elles sont même portées par de nouvelles générations qui sont porteuses, elles aussi, de messages nouveaux et de perspectives nouvelles. Donc une histoire qui a commencé au milieu des années 70 et qui continue aujourd'hui, puisque l'école devrait atteindre un âge qui est presque l'âge d'un enfant, 50 ans, dans 2025, donc vous voyez dans quelques années, 3 ans si je ne me trompe bien. Donc une histoire. Les écoles sont aussi des lieux. Alors, lieux liés à l'histoire, et comme je le dis aussi souvent, elle a souvent été pensée, cette institution, je vais pousser le bouchon un peu loin, et la provocation aussi, sans étudiants et sans lieu. Et depuis, les choses ont un peu changé, vous en êtes aujourd'hui la démonstration. Nous avons heureusement des étudiants, ce qui est satisfaisant pour une école, mais cette présence-là n'a pas toujours été, en tout cas dans les premières années de l'établissement, envisagée comme une priorité. Elle est devenue une priorité. Et si elle est devenue une priorité, le travail notamment de Marie-Paul et de toutes celles et ceux qui travaillent à l'école, je pense évidemment au grand service de la DEV dont on vous a parlé, dont on va vous parler tout à l'heure, est là pour montrer que les étudiants et les étudiantes ont pris cette place à l'intérieur de l'école qu'ils n'avaient pas autrefois. Mais sans espace. Alors, est-ce qu'on a des espaces? Eh bien oui, maintenant nous en avons. Nous sommes en train de construire ce grand campus Condorcet avec d'autres institutions, d'autres universités, d'autres écoles, d'autres grands organismes, le CNRS, l'INED, qui sont là avec nous sur ce campus Condorcet et qui vous permettent de voir ce qu'est toujours cette grande promesse de l'école, d'être formé par la recherche, dans la recherche, avec des chercheurs, au milieu des chercheurs et des chercheuses qui font vivre les sciences humaines et sociales. Et à Condorcet, on a visuellement ce sentiment parce que tous ces organismes sont là. Nous avons un premier bâtiment, le bâtiment A que vous avez là, de l'autre côté de la rue, bâtiment qui, hélas, a subi les affronts d'une occupation qui l'ont beaucoup dégradé, mais cette fois-ci, nous reprenons le fil de notre histoire et nous saurons vous accueillir dans des conditions aussi bonnes que possible, pas aussi satisfaisantes que nous l'aurions souhaité, mais aussi bonnes que possible. Il y aura un bâtiment B. Nous nous battons chaque jour pour que le bâtiment B, celui qui devrait arriver dans quelques années, réponde, car vous vous y heurterez à ce que nous considérons encore comme des insuffisances ou des oublis dans la première conception de ce campus qui est encore en voie d'élaboration. Mais il vous faudra être patient et il n'est pas certain que votre promotion, quand je dis pas certain, c'est une litote évidemment abusive, que votre promotion puisse voir ce bâtiment B, mais j'allais dire, il est presque prêt, en tout cas dans nos têtes. Il reste à couler un petit peu de béton, pas trop quand même, pour respecter évidemment les qualités environnementales de ce campus. L'école, c'est aussi une façon d'enseigner. Alors, vous allez vous en rendre compte très vite, là, dans quelques jours, dans quelques semaines pour d'autres. Et cette façon d'enseigner, ça s'appelle le séminaire. Et le séminaire, à la différence de ce que vous avez vécu dans les années précédentes, n'est pas un cours. C'est un lieu de réflexion, c'est un lieu d'élaboration, c'est un lieu d'échange, de discussion, c'est un lieu de controverse aussi. Et il m'arrive souvent de dire, c'est une formule un peu brutale,
que nul n'entre ici s'il n'a des certitudes. Ou plus exactement, que nul n'entre ici s'il n'est pas prêt à mettre sur l'établi, à l'épreuve, ses certitudes. Car, à l'indifférence de ce qu'on croit être un cours, c'est-à-dire de ce moment où des savants déversent du savoir, vous serez formés, ici, par des savants qui s'interrogent sur leur savoir et qui mettent sur la table la façon dont ils travaillent et comment ils élaborent leur savoir. Et ce séminaire, c'est dans ce sens-là qu'il faut y entrer et y travailler. Et donc, vous en verrez de toutes sortes. Il y a des séminaires où l'on parle beaucoup, d'autres où l'on parle un peu moins. Il y a des séminaires fondamentaux, comme on le dit, qui s'apparentent davantage à un cours. Mais le cœur ce qui fait notre identité, c'est un mot que je prends avec 1000 pincettes, bien sûr, ce qui fait, je dirais, notre originalité, c'est peut-être mieux, c'est bien le séminaire, et c'est cette façon d'enseigner auquel nous sommes très attachés. L'école, c'est, quatrième façon de la présenter, aussi une façon de faire de la recherche en sciences humaines et sociales. Et notre message est devenu peut-être presque un peu banal. Aujourd'hui, il ne l'est pas tant que cela, d'ailleurs. Interdisciplinarité. Vous arrivez les uns les autres, les unes les autres, avec des identités, là encore une fois, j'utilise un mot avec prudence, en tout cas des habitudes, des souhaits disciplinaires. Qui est sociologue, qui est anthropologue, qui est juriste, qui est philosophe, qui est historien, et, pardon, j'en oublie, mais à la condition seulement de s'ouvrir aux autres disciplines. Sur un même objet, nous portons des regards différents, et ces regards doivent se croiser. Donc ne nous enfermons pas dans nos disciplines, même si nous devons acquérir, bien sûr, ce qui est le socle de nos disciplines, nos différentes façons de travailler, nos différentes culture disciplinaire. Et c'est au sein du séminaire que tout cela doit se rencontrer, comme vous le verrez ailleurs, dans les innombrables événements scientifiques qui vont ponctuer cette année universitaire. Des journées d'études, des colloques, des événements de toutes sortes, ici sur le campus organisé par l'école ou par les autres établissements, car le campus est aussi ce foyer-là. Et puis je finis par, au fond, une cinquième originalité, en tout cas une cinquième force de l'école. C'est vrai que à l'école des hautes études en sciences sociales, nous souhaitons entretenir un rapport particulier au monde social. Nous sommes évidemment d'abord des savants, des chercheurs. Vous êtes des savants, des chercheurs en formation. D'ailleurs, un savant et un chercheur sont toujours en formation jusqu'à la fin de leur jour. C'est juste le dernier jour peut-être où ça s'arrête. Et encore, sait-on jamais. Mais cette priorité donnée à la science, donc, et qui a, à mon avis, beaucoup de choses à nous dire aujourd'hui si l'on constate l'état du débat public, eh bien, elle n'est pas une manifestation ou un signe qui viserait à l'enfermement. Nous sommes au contraire soucieux d'apporter des clés de compréhension à notre monde. C'est une belle ambition que celle-là, et nous la manifestons par toutes sortes d'initiatives, là aussi, et je voudrais citer ce mois, ou cette rentrée plus exactement, qui a été très dense et qui va être très dense en de multiples événements. Il y a ce dont nous sommes très fiers, notre festival Aller Savoir, qui a eu lieu à la fin du mois de septembre et qui a lieu sur notre campus marseillais, qui est un très très beau campus, très dynamique, et nous y installons chaque année un festival sur des thématiques nouvelles. Chaque année, cette année c'était le temps. Il y a, Sabina Loriga vous le dira peut-être tout à l'heure, des journées autour de l'Ukraine. Nous avons aussi souhaité réagir c'est dans quelques jours, autour des événements qui se passent en Iran. Nous aurons un grand colloque consacré à ce que nous appelons les études
Aréal, bref, toutes sortes d'événements qui sont en résonance avec le monde qui nous entoure. Et tel est, je crois, au fond, et peut-être là, il y a identité, la volonté, en tout cas, des fondateurs de cet établissement que j'ai pris soin de ne pas citer. Voilà, je m'arrête là et je vais donc passer la parole. J'ai totalement oublié au vice-président Frédéric Bramy. Frédéric, je te cède la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Je vous félicite d'abord d'entrer dans un master ou dans un doctorat, de commencer un doctorat. Si certains d'entre vous ici entrent en doctorat, je vous félicite d'avoir choisi cette voie et je vous remercie d'avoir choisi l'EHESS. Le Président a dit beaucoup de choses. Je voudrais juste réagir à une ou deux choses qu'il a dites. Il a dit que les sciences sociales se portent bien. En effet, elles se portent bien parce que les chercheurs et les enseignants, à l'école mais ailleurs aussi, évidemment, font leur travail, le font avec sérieux, avec gravité et avec engagement. Et aussi parce que les étudiants sont d'excellents étudiants. C'est pour ça que les sciences sociales se portent bien. Mais les sciences sociales sont aussi en danger. Monsieur le Président, l'école a organisé un colloque international au mois de juin dernier qui s'appelait « Sciences sociales en danger » et elles sont en danger pour de multiples raisons. Les raisons les plus visibles, c'est qu'il y a certains pays où on ferme purement et simplement les départements de sociologie, de philosophie, etc. Elles sont aussi en danger de façon moins visible et peut-être un peu plus sournoise par, je dirais, les injonctions des États, y compris des États démocratiques, injonctions des médias, etc., etc. Alors pour que les sciences sociales se portent bien, et nous comptons sur vous évidemment pour qu'elles continuent à se porter bien pendant très longtemps, pour que les sciences sociales se portent bien, il faut qu'elles soient pratiquées comme des sciences sociales évidemment, donc pas du tout sur le modèle des sciences dites exactes ou des sciences dures, des sciences de la nature, comme des sciences sociales, mais comme des sciences. Et vous entrez en master, et le président l'a dit aussi, vous n'allez plus avoir de cours, c'est fini. Vous allez avoir des séminaires. Le président a dit que vous seriez formés par des chercheurs par les séminaires, mais il faut que vous compreniez surtout que vous allez vous former vous-même, parce qu'à partir d'aujourd'hui, vous entrez dans la communauté des chercheurs. C'est-à-dire qu'un étudiant de master, c'est pas quelqu'un qui fait de la pré-recherche, de la proto-recherche. C'est pas un préalable à la recherche. Le master, c'est évidemment une initiation. Mais vous êtes, selon un mot de l'école que l'école affectionne beaucoup et dans lequel elle se reconnaît, vous êtes formé à la recherche par la recherche. C'est-à-dire que c'est pas seulement vos enseignants qui vont vous former, c'est vous-même qui allez vous former. D'ailleurs, vous allez aussi former vos enseignants. En développant dans les séminaires un esprit critique, une interaction. Voilà. Et donc, ce que je voudrais que vous compreniez et que vous intégriez tout de suite, mais vous allez très vite le voir dès que les séminaires vont commencer, c'est que en fait, vous êtes déjà dans la communauté des travailleurs de la preuve, comme disait Bachelard, ou dans la communauté des chercheurs. Et il faut que vous sachiez aussi que le mémoire que vous allez écrire pendant ces 2 ans, qui va sanctionner en quelque sorte votre travail, votre formation à la recherche, ce mémoire est un acte public de recherche qui sera déposé dans des bibliothèques et que n'importe qui dans le monde pourra demander par prêt interbibliothécaire pour le lire. C'est un acte de recherche, ça n'est plus un travail scolaire. Voilà, je ne voulais pas dire grand-chose de plus que ça. Vous êtes d'ores et déjà, et vous devez vous considérer le plus vite possible comme de véritables chercheurs, de jeunes chercheurs bien sûr, vous sortez de licence pour la plupart, ou de classe préparatoire, vous avez eu une formation de type quand même à l'université, et encore plus en classe préparatoire, une formation de type quand même scolaire. Là, il y a un saut qualitatif que vous faites en octobre 2022, et qui fait que vous devenez beaucoup plus fortement acteur de votre propre formation. Et pour ça aussi, je vous remercie et vous félicite. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Brigitte Derlon, je suis la vice-présidente en charge des enseignements et de la vie étudiante.
Et donc, je me réjouis vraiment de participer à ces journées de rentrée qui, comme l'a dit le président, sont toujours un moment fort de l'institution. Et je voudrais aussi vous souhaiter la bienvenue, bien sûr, en mon nom propre, mais aussi au nom de France Artois Baye, dont vous ferez la connaissance et qui est la responsable de la direction des enseignements et de la vie étudiante, et de tous les personnels qui, dans cette direction, travaillent au quotidien pour faciliter votre expérience à l'EHESS. Juste un petit mot, je ne vais pas vous donner beaucoup de chiffres, mais je voulais juste vous dire, vous rappeler, si vous n'avez pas encore regardé le livret des étudiants, que le HESS accueille environ 3200 étudiants et il y a un équilibre entre les étudiants en master et en doctorat. Et nous avons aussi des étudiants qui préparent le diplôme propre de l'EHESS, ou des étudiants, et peut-être c'est le cas pour certains d'entre vous, sont en année préparatoire au doctorat, ce qui est une particularité de l'école sur laquelle nous aurons sûrement l'occasion de revenir au cours des ateliers. Le président et le vice-président l'ont dit, on présente toujours le HESS en disant qu'il y a deux grandes caractéristiques de cette institution. C'est l'accent sur l'interdisciplinarité et la formation à la recherche par la recherche. Je vais essayer de vous expliquer comment ça se traduit concrètement. Ça se traduit concrètement dans les enseignements et dans le cursus que vous allez suivre. Alors d'abord, l'interdisciplinarité, elle se traduit au niveau même des formations de master et aussi des formations doctorales, mais je vais surtout parler du master. Comme nous avons 19 formations de master à l'EHESS et elles sont majoritairement structurées autour de l'interdisciplinarité. Vous avez des masters thématiques, par exemple un master sur les études de genre, sur la migration, sur le politique. Eh bien, ces masters-là ne sont pas des masters disciplinaires. Si vous abordez les questions de genre, on va les aborder du point de vue de l'histoire, de la sociologie, de l'anthropologie. Nous avons aussi à l'école des masters moins, mais qui sont focalisés autour d'une région du monde. C'est ce qu'on appelle les études aréales. Et il existe par exemple un master sur les études asiatiques. Vous avez aussi d'autres formations de master qui sont vraiment structurées dans leur nom même autour de l'interdisciplinarité. Par exemple, un master sciences sociales, le master qui se déroule à Marseille et qui est un master de recherche comparative sur l'histoire, l'anthropologie et la sociologie. Donc, vous voyez, des formations où vraiment plusieurs disciplines sont liées et on pourrait dire la même chose du master art, littérature et langage, qui est structuré autour de ces différentes disciplines. Mais nous avons aussi à l'école des grandes formations, grandes par le nombre d'étudiants, qui sont disciplinaires, avec des formations en histoire, en sociologie, en anthropologie, en économie. Mais même dans le cas de ces masters-là, vous serez doublement amenés à rencontrer l'interdisciplinarité. D'abord parce qu'on va vous demander, vous aurez une maquette, ce qu'on appelle la maquette, je pense que vous savez ce que c'est, une maquette, c'est le tableau avec le nombre d'enseignements que vous devez choisir et leur typologie. Eh bien, même dans les masters disciplinaires, les étudiants sont incités, même c'est pas incité, ils sont obligés à suivre des enseignements dans d'autres formations de master pour justement se frotter encore plus à cette interdisciplinarité. Et par ailleurs, même un enseignant qui va vous faire un enseignement ou un séminaire de recherche sur une discipline en particulier, on va avoir un enseignement, par exemple, moi je suis anthropologue, donc je prends mes exemples dans ma discipline, imaginons un enseignement anthropologie politique, et bien même dans cet enseignement qui semble très disciplinaire, vous aurez de l'interdisciplinarité parce que le système de recrutement des enseignants-chercheurs à l'EHESS fait que ne peuvent être élus, en gros, que les candidats qui ont un profil interdisciplinaire et qui donc ont déjà croisé dans leur
dans leur recherche, dans leur manière de travailler, qui savent croiser les disciplines, les méthodes, les théories. Donc voilà, cette indisciplinarité, elle est vraiment capitale et vous la verrez partout. Donc le président et le vice-président l'ont déjà dit, vous avez deux types principaux d'enseignement. Ces fameux séminaires de recherche qui correspondent à l'origine, quand un enseignant-chercheur se présente à l'EHESS, il a un programme d'enseignement et de recherche. Ce programme a un titre et ce titre va devenir le titre de sa chaire. Et donc pendant des années, cet enseignant va faire des séminaires sur son projet de recherche qui évidemment au fil du temps se développe, prend de nouvelles voies, etc. Mais voilà d'où ça vient ce séminaire de recherche. Et vous pouvez avoir un séminaire de recherche qui a le même nom sur 2 ou 3 ans, mais les exemples seront différents ou les voies qui seront entreprises pour suivre le même objectif seront variées. Donc voilà ce que c'est, ils vous l'ont bien expliqué, c'est un lieu où l'enseignant-chercheur vient mettre à l'épreuve devant vous et avec vous ces sujets de recherche. Hein. Et je dis toujours que la différence, pour arriver à vous faire comprendre la différence entre un enseignement fondamental, parce qu'il y en a aussi à l'école, et un séminaire de recherche, je dis souvent que la différence entre les deux, c'est la même que la différence entre un manuel pour étudiants, hein, par exemple, je reprends mon exemple de l'anthropologie politique, un manuel sur l'anthropologie politique, vous aurez des articles, des extraits de textes de différents auteurs sur cette thématique, et la différence, c'est avec un ouvrage écrit aujourd'hui par un enseignant-chercheur sur un point particulier qui relève de l'anthropologie politique. Mais donc nous avons à l'école ces séminaires de recherche qui sont le lieu où se fait la recherche des enseignants-chercheurs, mais nous avons aussi des enseignements fondamentaux de master qu'on appelle aussi parfois des troncs communs et qui en général sont obligatoires, où là on continue à vous proposer une formation de base poussée, notamment une formation disciplinaire, ou ça peut être aussi thématique, mais voilà, des formations beaucoup plus qui s'appuient sur des textes des auteurs qui ont déjà travaillé et déjà publié. Et on pense que ces deux types d'enseignements sont indispensables pour que vous ayez une formation de base extrêmement solide, que vous connaissiez, que vous sachiez ce que vos aînés, nos aînés, ont publié, écrit, comment ils ont pensé, quels concepts ils ont développés. On ne va pas réinventer la roue à chaque fois, on a des auteurs prestigieux qui ont balisé le chemin. Donc il faut à la fois ça, mais le contact que vous allez avoir avec des enseignants-chercheurs qui sont en train de vous exposer leurs recherches, c'est aussi une manière qui me semble capitale pour vous inciter, pour vous montrer comment on peut innover, c'est-à-dire se détacher des travaux des prédécesseurs et construire sa propre voie de recherche. Et là, vous verrez, construire son projet de recherche, eh bien, c'est compliqué. Parfois, on emprunte des voies qui vont se fermer. On n'a pas les moyens de poursuivre une réflexion. On ne peut pas avoir accès à un certain terrain. Mais ces deux types d'enseignements vont vous aider, au cours de l'année, à affiner, à continuer à construire votre propre projet de recherche. Parce que c'est ça, pour tous ceux qui sont en master, même si vous êtes en première année de master, en M1, eh bien, il y a tout ce travail très long de la construction d'un projet de recherche. Et pour ça, eh bien, vous allez être aidé, vous allez être accompagné par des tutrices, des tuteurs, des directeurs et des directrices qui vont à la fois vous aider, c'est à eux qu'il faudra indiquer quels sont les enseignements parmi les enseignements optionnels que vous pourrez prendre. Vous allez lui indiquer, mais voilà, moi j'aimerais bien suivre tel ou tel enseignement. Et votre directeur ou votre tutrice pourra aussi vous expliquer, vous dire, bah oui, c'est une bonne idée, mais là, c'est un peu loin, c'est un peu trop loin de votre projet de recherche. Je pense que vous auriez plutôt besoin de suivre tel ou tel enseignement. Donc voilà, cette sélection des enseignements que vous allez devoir faire, il faut la faire en concertation avec votre tutrice ou tuteur.
Et c'est une personne ressource, le tuteur ou la tutrice. Les personnes ressources sont à la fois les gestionnaires de vos formations de master, sur toutes les questions administratives, etc. Mais sinon, votre interlocuteur privilégié, c'est la personne qui a accepté de diriger vos recherches. Et là, il faut savoir, ce que je vous incite à faire, c'est déjà de bien lire la charte, les chartes d'encadrement du master, du tutorat. Chacune des parties a des devoirs et des obligations, c'est important. Et je pense qu'il faut que vous sachiez que c'est à vous de correspondre d'abord avec votre tuteur et avec votre tutrice. C'est à vous de lui envoyer des mails pour lui dire voilà, j'ai fait ma sélection des enseignements, tout va bien, mais j'aimerais vous rencontrer, je suis un peu perdue, etc. C'est une personne ressource. Et je dis toujours, c'est quand ça va mal qu'il faut contacter votre tutrice. Il ne faut pas rester dans cette situation où vous vous dites, ça fait 4 mois que je suis à l'EHESS, j'ai rien fait, j'ai pas du tout travaillé sur mon projet de recherche, je peux pas la contacter. Parce que qu'est-ce qu'elle va dire ou qu'est-ce qu'il va dire, j'ai rien fait. Non, c'est vraiment le moment, et je vous incite à le faire. Chaque année, on essaie de récupérer des étudiants qui se sont sentis perdus et ont arrêté toute communication. Non, il faut vraiment communiquer quand vous avez des problèmes. Pas uniquement, bien sûr. Si tout va bien, c'est agréable pour un tuteur de savoir que son étudiant est sur la bonne voie. Mais ceux-là, en général, savent mieux communiquer que les autres. Cette relation duel entre le tuteur et l'étudiante ou l'étudiant, alors il y a des chartes pour l'encadrer, mais parfois elle peut être un peu compliquée. Il faut que vous sachiez que le HESS est très attentive au bien-être des personnes et surtout au respect des personnes, qu'il s'agisse des enseignants-chercheurs ou des étudiants. Et donc, si jamais vous avez une relation difficile, conflictuelle avec votre tutrice ou votre tuteur, eh bien, il faut en informer des personnes auprès de vous, des représentants des étudiants, les responsables de la formation de master. Et il faut savoir qu'il existe à l'EHESS des dispositifs de médiation, dont vous pouvez trouver les références sur le site. Médiation en cas de conflit. Nous avons aussi une cellule de lutte contre le harcèlement moral, contre le harcèlement sexuel. Une cellule qui se travaille plutôt sur les questions de parité. Donc voilà, toutes ces... si la relation se passe mal, je ne suis pas en train de vous dire que ça va se passer mal, mais moi je préfère vous parler de ce qui risque de mal se passer. Tout le reste, ce sera du bonus quand vous verrez que les choses sont beaucoup plus agréables que ce que je n'ai dit. Mais dans le cas de difficulté, voilà, on a des systèmes pour vous aider. Alors une chose qui va vous changer peut-être pour ceux d'entre vous qui viennent notamment des classes préparatoires, c'est qu'on a une grande liberté à l'EHESS quand on est étudiant. Bien sûr, on a des enseignements à choisir, mais on a une certaine liberté. On a moins d'enseignements à suivre qu'à l'université. Et le revers de la médaille, eh bien, c'est qu'il faut que vous deveniez, Frédéric a dit que vous étiez déjà en master des jeunes chercheurs, mais en devenir encore. Et pour le devenir complètement, eh bien, il faut savoir vous prendre en main. Il faut beaucoup lire. Il faut beaucoup donc se rendre dans les bibliothèques, assister aux enseignements, commencer vos validations, vos dossiers de validation assez tôt, et surtout commencer à vraiment travailler sur votre projet de recherche. Donc, un des écueils souvent, c'est que voilà, les étudiants se disent bon, il y a une sorte de liberté, je fais un peu ce que je veux. Bon, les enseignants m'ont pas encore parlé de la validation, tout va bien. Non, il faut travailler très tôt, beaucoup lire et beaucoup s'investir, même si vous avez un sentiment de liberté. Donc, je voudrais quelques mots sur la validation. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que donc nous avons 19 formations de master et que chacune est un petit royaume.
On va essayer d'améliorer ça. On a créé un collège des masters pour essayer de faire communiquer davantage ces formations. Ça veut dire que chaque formation de master, bien sûr, il y a des règles communes, mais il y a toujours des petites règles qui diffèrent selon les formations. Donc, si vous êtes dans une formation A et que vous suivez aussi des séminaires de recherche d'une formation B, il faut quand même que vous essayiez de comprendre comment fonctionnent les enseignants qui enseignent et qui sont rattachés à cette formation B. Les dates de rendu des devoirs de validation ne sont pas les mêmes. Donc c'est des choses qu'il va falloir que vous appreniez à bien comprendre. Et notamment, il ne faut pas hésiter à demander aux enseignants-chercheurs dès le premier ou la première ou la deuxième séance d'un enseignement, quelles sont ses attentes en matière de validation. La validation, ça peut être... Mais c'est différent chez les... C'est pour ça que je ne veux pas faire de généralité. Certains vont demander ou proposer en option un compte-rendu d'ouvrage, d'autres vous demandent une réflexion personnelle, pouvoir avoir des comptes-rendus d'exposition. Bref, c'est très varié. Mais pour vous organiser, il est important que vous sachiez assez tôt ce qui va vous être demandé comme devoir de validation. Et ça a été déjà dit par le président, si vous souhaitez valider un enseignement, il faut y assister en présentiel, c'est impératif, même si l'enseignant a choisi, parce qu'il a la liberté de le faire, d'enseigner sous forme hybride. À partir du moment où vous souhaitez valider un enseignement, il faut que vous soyez là, et l'assiduité a du sens. Bien sûr, vous avez le droit d'être malade, le mieux c'est de prévenir l'enseignant, mais l'assiduité est importante. Parce que justement, dans les séminaires de recherche, comme c'est pas un cours, si vous ratez une ou deux séances, vous perdez le fil de ce qui est en train de se faire. Oui. Ma collègue me souffle de dire que l'enseignant doit être aussi toujours présent dans la salle d'enseignement. Elle vous incite à pratiquer la délation. Je lui laisse cette responsabilité. Je lui laisse. Un petit mot, je ne sais pas s'il y a des doctorants dans la salle, mais de toute façon, vous serez peut-être un jour des doctorants. Donc, il faut savoir que la durée moyenne d'une thèse à l'école est de 6 ans. Ça prend du temps de faire une bonne thèse. Et jusque-là, les étudiants en thèse étaient un peu des électrons libres. On leur demandait, ils n'avaient aucune obligation. Et cette année a été mis en place un parcours doctoral pour lequel les personnels de la DEV ont beaucoup travaillé. Un parcours doctoral qui implique à la fois de suivre des séminaires de recherche, mais aussi des formations spécifiques, comme des formations à l'éthique de la recherche. Et ce parcours doctoral, c'est aussi une manière importante d'améliorer la professionnalisation de nos étudiants. Et dans le cadre de ce parcours doctoral, il y a aussi des ateliers d'accompagnement à la professionnalisation. Parce qu'on vous dit que c'est une école où on apprend la recherche par la recherche. C'est pas simple forcément d'obtenir un poste de chercheur ou d'enseignant-chercheur, mais il y a aussi d'autres débouchés quand on a fait un doctorat en sciences sociales que la recherche ou l'enseignement. Alors, je vais finir rapidement, des petits conseils pratiques. Il est absolument indispensable que vous regardiez tous les jours votre messagerie et que vous utilisiez votre adresse mail de l'EHESS. Bientôt, toutes les communications institutionnelles vous seront délivrées exclusivement sur cette liste. Et en fait, si vous avez... je ne vais pas vous expliquer comment ça se fait, mais on peut avoir sur la même messagerie plusieurs listes en même temps. Et vous pouvez consulter tous les jours plusieurs listes si vous avez une adresse personnelle. Donc ça, c'est un point important. L'autre chose, c'est que vous avez eu un petit sac, je pense qu'il a été distribué, voilà. À l'intérieur, vous avez un livret de l'étudiant, eh bien il faut le lire. Il a été entièrement refondu par les services, parce qu'en fait, on a pensé que le mieux, c'était de partir de votre propre expérience,
plutôt que de dire ce qu'on avait, de faire notre petit parcours à nous. Donc normalement, il devrait mieux répondre à vos attentes que les livrets des années précédentes. Donc c'est important de bien le lire. Il y a énormément d'informations dans ce livret. Et ce que je vous incite aussi, c'est à télécharger sur le site de l'école, sur le site de votre formation de master, les brochures. Vous avez sur la page de droite toute une série de documents que vous pouvez télécharger et de lire tout ça. Parce qu'après, ce que je vous incite à faire ça, parce que pour pas surcharger non plus les secrétariats des formations de master, qui se retrouvent avec des étudiants qui leur posent des questions et les réponses sont dans les livrets. Donc ça veut pas, voilà, ça peut arriver, mais faites un effort, lisez ce livret. Et dernier point, mais non, je le dis pas puisque Claire de Marguerie en parlera, mais c'est quand même un appel général. Je vous incite à devenir représentant, à vous présenter pour devenir représentant des étudiants dans différentes instances. Mais je pense qu'on vous le redira. Je passe la parole à Madame Caroline Callard, vice-présidente chargée de la recherche. Merci Brigitte, j'ai très bien présenté. Bonjour à tous et à toutes. Moi aussi, je voulais vous féliciter pour venir dans cette belle école que nous essayons de vous présenter de la manière la plus attrayante possible. Alors, je vais peut-être pour une vice-présidente recherche avoir un discours un peu paradoxal, puisqu'on vous a parlé de cette fameuse formation à la recherche par la recherche, mais les dernières remarques de Brigitte Derlon sur l'évolution de la formation doctorale m'y incitent, c'est que, vous le savez sans doute, l'état de l'emploi de la recherche en France est ce qu'il est, c'est-à-dire assez tendu. Donc, ce qui est certain, c'est que vous allez être formé par la recherche, mais à des tas de choses. C'est-à-dire que la recherche fait partie, et c'est évidemment une partie extrêmement importante de votre horizon professionnel, mais pas que. Mais pas que. Et donc nous allons faire en sorte aussi que cette formation par la recherche ait du sens pour vous, même si ensuite vous ne vous destinez pas à un métier de chercheur ou de chercheuse. Alors, on a parlé des séminaires de recherche, on a parlé des mentions de master. Il y a un lieu dont on vous a pas encore parlé, ou un petit peu, c'est celui des unités de recherche ou des laboratoires. Et c'est vrai que en tant que VP recherche, ce sont avec ces unités-là que je travaille le plus souvent, qui vont vous être d'une visibilité différente selon que vous êtes doctorant ou masterant. Les doctorants sont réellement intégrés dans le laboratoire de leur directeur ou directrice de thèse, et l'établissement, le bâtiment A du campus Condorcet fonctionne beaucoup, propose beaucoup de salles pour les doctorants. C'est un des grands atouts de ce campus. Pour les masterants, l'intégration au laboratoire de leur tuteur est un horizon, c'est-à-dire qu'on y travaille, mais il a des raisons pour être un petit peu plus lâche aussi, parce que justement vous êtes susceptible, votre tuteur par exemple n'est pas forcément inscrit, peut intervenir dans différentes mentions de master qui correspondent pas forcément à l'identité du laboratoire où il est. Je m'explique. Moi je prendrai mon exemple personnel, je suis historienne, membre du Césor, qui travaille sur les sciences sociales du religieux, bâtiment Recherche Nord, mais j'ai des étudiants vraiment historiens, parce que je suis spécialiste de la Renaissance, que j'envoie plutôt en master fouiner du côté du centre de recherche historique. Voilà, donc on peut, comme masterant, vous pouvez être amené à aller faire un petit peu à pousser des portes, faire un petit peu de tourisme comme ça, de laboratoire, pour essayer de voir ce qu'est la recherche à l'école. Alors,
dans les centres. L'école est tutelle d'une quarantaine d'unités de recherche, ce qui est considérable. Hein. C'est plus, par exemple, qu'une énorme université comme Paris 1. Hein. Ça fait de l'EHESS le premier partenaire du CNRS pour les sciences humaines et sociales. Et c'est, comme l'a rappelé Christophe, articulé ça repose sur 2 ou 3 axes. C'est d'abord la fameuse interdisciplinarité qui explique que toutes les disciplines des sciences sociales sont représentées dans ces unités de manière soit disciplinaire, comme l'a rappelé Brigitte, ou de manière transdisciplinaire. Par exemple, le César, hein, c'est les sciences sociales du religieux. Vous avez aussi le centre Coiré, qui est consacré à l'histoire des savoirs et des sciences. Vous avez le CESPRA sur les idées politiques, dont nous avons ici 2 éminents représentants. Ma parenthèse publicitaire. Et puis vous avez, à côté de ces laboratoires disciplinaires et transdisciplinaires, des laboratoires centrés autour d'aires géographiques, hein, et à l'intérieur desquels, là encore, hein, s'organise la transdisciplinarité. Et j'insiste beaucoup sur ces laboratoires d'aires géographiques parce que lorsque l'école s'est transférée sur le campus Condorcet, et notamment au bâtiment A, que vous voyez, c'est l'espèce de bâtiment avec des ailettes en doré. Il était présent, on était déjà présent dans le campus bâtiment nord et sud, mais lors de ce transfert, on a donné une visibilité inédite au laboratoire des aires géographiques, hein, justement pour souligner cette forte internationalité des études à l'EHESS. Alors, j'ai un petit peu parlé du campus, mais c'est vrai que le campus Condorcet est un des éléments qui donne aujourd'hui un dynamisme supplémentaire à la recherche à l'école. C'est d'abord pour tous et pour l'école le bâtiment A, même si nous nous situons à mi-chemin de la phase bâtimentaire, hein, puisqu'on attend notre bâtiment B, hein, qui va voir le jour dans quelques années. Mais en attendant, nous sommes dans cette bilocalisation un petit peu inconfortable qui fait que nous avons encore beaucoup d'unités, un certain nombre d'unités au 54, des unités dans le bâtiment école, tous nos enseignements et les événements scientifiques sur le campus Condorcet, les mentions de master qui sont au 54. Bref, heureusement, on a la ligne 12 qui va devenir une sorte de cordon ombilical, peut-être pour vous aussi, hein, entre les 2 espaces. On a conscience du fait que ça crée pour vous un certain inconfort, dont nous pâtissons d'ailleurs nous aussi, mais ça va être il faut que vous appreniez justement à faire ces allers-retours, à circuler autour de cet axe un peu vital désormais pour l'école. Alors l'avantage du bâtiment école ou bâtiment A sur le campus Condorcet, je l'ai dit, ce sont les espaces collectifs de travail pour les doctorants. Il y en a aussi au 54, mais c'est vrai que dans le bâtiment école, ils sont beaucoup plus vastes, parce qu'on a eu la possibilité de le programmer. Il y a aussi, et je vous demande vraiment de bien le noter, il y a aussi un espace de réunion pour les masterants, hein, c'est la salle C261. Ça, vous le notez en lettres de feu parce que on est obligé de le répéter souvent à de nombreuses occasions. Donc, 261, ça veut dire 2e étage. Hein. Donc, c'est un bureau partagé où vous pouvez venir travailler. Voilà, sur le bâtiment école. C'est évidemment pas le seul espace de travail pour les masterants sur le campus. Il y a aussi le GED. Que dis-je, le GED? L'Humatech. C'est le nouveau nom parce qu'on trouvait que GED, grand établissement documentaire, c'était assez laid. Donc, on en a trouvé un beaucoup plus beau. L'Humatech, comme humanité, bibliothèque, le mot valise. Voilà, c'est très beau.
Donc à l'Humathèque, vous avez un foyer étudiant, la salle Françoise Héritier, qui comprend beaucoup d'espaces de travail. Et puis, vous avez le GED, l'Humathèque elle-même, qui comprend, non seulement il y a les salles de lecture, mais il y a aussi beaucoup d'espaces de travail collectif qui sont modulables avec des petites bulles à 2, des petites bulles à 4, des petites bulles à 6, bref. Et d'ailleurs, vous aurez des séminaires dans l'Humathèque, donc c'est un espace évidemment la perle du campus, comme on dit. C'est vraiment le cœur battant du campus. C'est là où vous allez non seulement pouvoir vous retrouver, travailler en bibliothèque, mais aussi entrer en contact aussi avec les étudiants des autres établissements du campus Condorcet. Nous sommes 11 établissements sur le campus, ça va de Paris 1 à Nanterre, en passant par l'INED, Paris 3, j'en passe, et des meilleurs, et le PHE, bref. Donc, il y a des étudiants de 11 établissements qui se retrouvent ici au nom des SHS sur le campus. Vous pouvez les croiser à l'Humathèque, vous pourrez les croiser au Crous. Enfin bref, on attend aussi de vous que vous profitiez de ce grand mélange que permet le campus Condorcet au nom des sciences humaines et sociales. Et d'ailleurs, au-delà de l'EHESS, vraiment, le campus Condorcet, c'est vraiment un lieu unique pour les SHS en France. C'est-à-dire que c'est aussi un lieu qui héberge des projets collectifs qui rassemblent les établissements. Par exemple, on a parlé du master genre qui s'articule à une école universitaire de recherche, l'EUR genre, qui est présente sur le campus. Il y a aussi l'Institut Convergence Migration. Le UR Genre, c'est EHESS INED. Il y a aussi l'Institut Convergence Migration, qui est beaucoup plus vaste encore comme consortium. Et puis, vous avez des unités à mission nationale sur le numérique, comme Humanum, Biblissima, bref. Et des regroupements de laboratoires, notamment autour des aires géographiques, ces fameuses GIS, Aréo, GIS monde musulman, GIS mondes américains, GIS Asie, voilà. Donc c'est vraiment un lieu où vous allez trouver tout un tas d'organisations et de structures de recherche originales en pointe dans le domaine des SHS. Alors, je voudrais quand même dire aussi, du point de vue de la recherche, un mot sur l'Humathèque, parce que cette Humathèque, ça n'est pas une simple bibliothèque universitaire, c'est vraiment un centre de documentation au milieu des chercheurs, et ça a été conçu comme ça. Et toute son originalité tient là-dessus, à savoir qu'elle a été co-construit entre des conservateurs et des chercheurs. L'histoire des collections le montre. Les collections qui ont été versées au GED, et c'était des collections à l'origine d'unités de recherche dont l'implantation originelle a été globalement respectée. Et qui travaille pour sa politique d'acquisition en relation étroite avec les chercheurs. Donc on est bien au-delà de la problématique de simple valorisation des collections. Ça n'existe nulle part ailleurs, et ça doit marcher aussi, et ça reposera aussi sur vous, sur les lecteurs, sur les lecteurs qui feront vivre aussi ces espaces. C'est aussi un lieu qui accueille un certain nombre de manifestations scientifiques. J'en parle pas plus parce que je pense que vous allez avoir des éléments sur l'Humathèque. Deux petits mots sur les services aussi que l'école est susceptible de vous apporter dans votre recherche, les unités qui appuient la recherche des étudiants chercheurs et des chercheurs. Je voudrais quand même dire un mot des éditions de l'EHESS qui sont présentes sur le campus au dernier étage du bâtiment A, qui sont dirigées par Étienne Hanheim. Elles occupent la totalité du 7e étage.
Ce sont des éditions universitaires extrêmement importantes dans le paysage national. Elles hébergent 8 collections et 3 séries. Ça, c'est pour les monographies. Ça fait donc 11 collections de monographiques et 12 revues. Ayez ces revues aussi en tête quand vous faites, les doctorants évidemment, mais aussi les masterants. Ça peut être des débouchés naturels pour votre recherche. On pourrait se dire qu'un master réussi, c'est un master qui débouche sur un article dans une revue. Alors je dis de l'école par patriotisme, mais évidemment dans une revue de recherche quelle qu'elle soit. Mais sachez en tout cas que les revues sont aussi des lieux d'hébergement pour votre recherche. Les éditions pilotent aussi des opérations des pilotes des événements, les rencontres annuelles de l'édition SHS sur le campus. Elles organisent des événements autour de livres qui peuvent aussi vous intéresser. Vous pouvez rencontrer des auteurs. Soyez attentifs, c'est pour ça, à votre adresse mail, parce que toutes ces informations vous arriveront de cette manière-là. Alors ça, je clôt pour les éditions. Deuxième élément qu'on a cité, que Marie-Paul a cité, c'est la direction de l'image et du son, qui est dirigée par Anne Lafont. Alors, comme structure, c'est beaucoup moins important que les éditions, mais néanmoins, c'est un axe de développement important de la recherche à l'école, un axe récent qui marche sur 2 pieds. D'une part, il y a tout ce qui concerne le développement de l'écriture documentaire, et là, en formation, il y a des éléments qui vous intéresseront et qui vous seront présentés. Et il y a la deuxième jambe, c'est une démarche en recherche-création qui, si vous êtes des étudiants dans la mention art et langage, vous intéressera également peut-être au premier chef. C'était aussi une façon pour l'école de prendre acte et de prendre au sérieux cet afflux que l'on constate depuis un certain temps des étudiants provenant des écoles d'art dans le HESS, de leur intérêt pour les sciences humaines et sociales. Et c'était une façon de prendre cet intérêt au sérieux, c'est-à-dire de considérer que il y a tout un travail d'appropriation et d'acculturation de notre part pour amener ces étudiants qui peut-être n'ont pas eu la formation disciplinaire nécessaire en sciences humaines et sociales durant les 3 années de licence, de les amener vers une démarche de sciences sociales. Et la direction de l'image et du son, dirigée par Anne Lafont, c'est vraiment le lieu naturel de qui pourra accompagner votre réflexion. Alors, le dernier domaine d'appui à la recherche, c'est le numérique de recherche. Alors, il y a un certain nombre de formations au système d'information géographique proposé par l'école, qui intéresse beaucoup et de plus en plus les étudiants, qu'on essaye, nous aussi, on cavale un peu derrière cette demande parce qu'elle est très gourmande en ressources humaines et nos besoins sont limités, mais néanmoins, on est dans un effort de structuration de l'offre au niveau de l'école et de l'offre de formation, en nous appuyant notamment sur les partenariats que nous avons. Le HESS, sachez-le, est tutelle d'une unité d'appui à la recherche qui s'appelle, d'une infrastructure de recherche qui s'appelle Open Edition, que vous allez apprendre à connaître puisque elle vous sera présentée lors des ateliers demain. Open Edition, c'est vraiment un acteur du numérique incontournable. D'abord, c'est énorme, c'est 100 personnes qui travaillent Open Edition, qui travaillent justement, qui proposent des plateformes qui peuvent vous intéresser. Par exemple, je pense à la plateforme Hypothèse. Vous avez des séminaires qui peuvent fonctionner comme des carnets hypothèses, c'est-à-dire une façon de rendre public, de publier la recherche en train de se faire dans les séminaires. Je ne peux pas m'empêcher de ne pas faire la publicité de ce cas d'école qu'est le livre « Devenir chercheur, écrire une thèse en sciences sociales », publié aux presses de l'école. Mais c'est un cas extrêmement intéressant puisqu'à l'origine de cet ouvrage, il y a justement un séminaire. Alors c'était plutôt un séminaire de doctorants, mais on peut très bien l'imaginer sous une forme masterand-doctorant. Où c'était un séminaire de doctorants qui donnait lieu à une publication
sous la forme de carnet hypothèse, hein, c'est-à-dire c'est pas encore des articles de recherche, mais c'est une sorte de pré-publication de la démarche d'investigation. Hein, comment ça répond à un certain nombre de questions. Et ensuite, à l'issue de ce séminaire, qui avait été publié, donné lieu à des publications sur carnet hypothèse, eh bien, il y a eu une publication sous forme de livre. Donc, Open Edition, c'est vraiment un acteur du numérique important pour vous, pour la diffusion des résultats de la recherche en particulier. Et l'autre, j'ai parlé de Humanum, qui est l'autre grand acteur du numérique de recherche à l'échelle nationale. Ça concerne tout ce qui a trait aux données de recherche et à la façon, parce que vous allez commencer un master de recherche et vous allez produire des données de recherche. Et il est très important que vous soyez conscient de ça. Alors, je sais que les anthropologues et les sociologues le sont plus que les historiens, je bats ma coulpe, mais c'est très important pour vous d'avoir conscience que vous êtes en train de produire des données et que ces données, il est important de les transmettre pour que d'autres aussi puissent travailler dessus d'une autre façon peut-être, ou aussi tout simplement pour les conserver, pour les rendre pérennes. Donc c'est l'acteur alors l'école va être une interface entre vous et les services d'Humanum ou d'autres services, mais et donc on sera à votre écoute, mais ayez en tête hein, cet impératif de la science ouverte. Hein, on va vous parler aussi de ces impératifs de la science ouverte. J'arrête, j'étais déjà trop longue, je passe la parole à Sabina Loriga, la VP Relations internationales. Merci Caroline. Donc, nous avons parlé de formation à la recherche, nous avons parlé de interdisciplinarité. Il y a un troisième pilier très important à l'école, c'est l'international. J'ai oublié de vous dire bonjour, bienvenue, etc. Mais bon, je le dis maintenant en retard. Donc, l'école, depuis sa création, a fait de l'une de ses priorités. Comme ça, merci. Alors, elle est internationale par ses centres d'études aériales, on l'a déjà dit, Chine, Russie, Amérique, etc. Elle est internationale aussi parce que nous, je dis nous parce que je ne suis pas française de souche, comme vous pouvez l'entendre à partir de mon accent. Nous, étrangers, nous sommes très nombreux à l'école et nous sommes presque la moitié. Donc, je dirais il y a une vocation presque naturelle à l'international. Et elle est internationale aussi parce que dans les séminaires, les enseignants, et aussi grâce justement à cet apport humain, je dirais, de personnes qui viennent de l'étranger, les séminaires sont un lieu de rencontre, de croisement et de différentes perspectives à partir justement de différentes expériences situées dans le monde. Alors, quels sont les dispositifs principaux de l'international à l'école? Il y en a, nous avons de très nombreux dispositifs, donc je ne peux pas faire la liste aujourd'hui, vous allez les découvrir dans le temps, mais je tiens à souligner au moins 3 dispositifs qui me semblent particulièrement importants. Alors, le premier dispositif, c'est le programme Professeur invité. L'école a un programme justement qui permet d'inviter environ 150 chercheurs, professeurs des universités étrangères qui interviennent dans nos séminaires, qui circulent dans nos séminaires et justement qui nous informent sur les manières de faire la recherche dans d'autres parties du monde.
Je tiens aussi à souligner que depuis l'année dernière, certains de ces professeurs peuvent aussi, je dirais, participer à des moments plus de convivialité, on pourrait dire, où nous allons aborder des questions d'actualité. Ça a été le cas pour l'Ukraine l'année dernière et ça sera le cas en novembre prochain, donc très bientôt. Nous aurons l'un des professeurs invités et qui va participer à ce que nous appelons café débat de l'international, ici dans le campus, et cette collègue va aborder la question des élections au Brésil qui, comme vous le savez, se terminent dans 16 heures. Donc, il y a aussi des ouvertures sur l'actualité auxquelles, comme notre président l'a souligné, nous tenons beaucoup. Donc ça, c'est le premier dispositif. Le deuxième dispositif, c'est le programme PAUSE. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce programme. C'est un programme qui a été mis en place il y a quelques années et qui permet d'accueillir des chercheurs qui sont en danger à cause de la guerre, à cause de catastrophes, de persécutions, etc. Et donc l'école participe à ce programme PAUSE de manière très importante et nous accueillons chaque année plusieurs collègues en situation de danger. Bon, à cet égard, Frédéric a déjà souligné justement nos engagements pour, je dirais, contraster les dangers qui circulent, qui peuvent menacer justement les sciences sociales, et nous sommes particulièrement attentifs, bien sûr, aux collègues justement qui peuvent être entravés dans leur recherche, et c'est aussi dans cette perspective que l'école s'est engagée de manière très importante sur la question de l'Ukraine et le président l'a déjà rappelé, dans 2 semaines exactes, c'est-à-dire le 17 octobre, il y aura des journées d'études consacrées à l'Ukraine où nous avons sollicité nos ateliers à l'Est. L'école a développé à partir des années 90 des ateliers à Varsovie, Budapest, Bucarest et Prague, et nous avons sollicité ces collègues et organisé avec eux une réflexion sur qu'est-ce que c'est la guerre et les effets de la guerre en Ukraine à partir non seulement de notre regard ici à Paris ou en Europe occidentale, mais à partir de la frontière européenne, donc dans ces pays qui, je dirais, ont vécu dans le passé et vivent aujourd'hui de manière particulièrement pesante et lourde la question de la guerre. Troisième dispositif, ce sont les accords internationaux. L'école encourage la mobilité des enseignants-chercheurs et des étudiants et bien sûr encourage aussi l'accueil des étudiants étrangers pour des périodes, non seulement ceux qui suivent, je dirais, les parcours d'études à l'école, mais aussi ceux qui souhaitent passer des périodes plus courtes à l'école. Alors, sans aucun doute, vous avez entendu parler du programme Erasmus et nous avons une 60aine d'accords avec de nombreux pays. Mais nous avons aussi d'autres accords qui vont au-delà des accords Erasmus. Nous avons de nombreux partenariats avec des établissements français à l'étranger et aussi avec des universités ou des centres de recherche dans toutes les parties du monde. Donc vraiment Amérique du Nord, du Sud, Afrique, Asie, etc.
Nous avons aussi des programmes de formation avec double diplôme qui sont une ressource très importante pour l'école. Alors, ces accords vous permettent d'aller étudier pendant un semestre ou un an, ça dépend des accords, dans une université partenaire. C'est une occasion, une opportunité très importante pour votre formation. Et vous aurez la possibilité de suivre les enseignements, de participer à des activités de recherche et aussi d'obtenir, bien sûr, une reconnaissance des crédits. Alors, partir dans le cadre de ces accords permet aussi d'obtenir l'exonération des frais d'inscription dans les universités étrangères que vous le savez, parfois, surtout dans certaines universités américaines, mais pas seulement, les frais peuvent être très, très importants. Et je tiens à préciser à cet égard deux points qui peuvent vous intéresser. Le premier, c'est que tous les étudiants de master et des doctorants de l'école sont concernés par l'accès à ce genre de mobilité, c'est-à-dire qu'il n'y a, indépendamment, disons, de l'âge et de la nationalité. Deuxième point important, lorsque vous demandez une mobilité à l'étranger, cette mobilité sera évaluée, bien sûr, votre demande sera évaluée par une commission. Donc, il est très important d'échanger avec votre tuteur ou avec votre directeur pour faire le point sur quand est-ce qu'il faut, je dirais, partir, sur quel projet, c'est-à-dire c'est un dossier qu'il faut préparer de manière soignée pour ne pas, je dirais, gaspiller cette opportunité qui est, je crois, assez exceptionnelle pour votre formation. Alors, en ce qui concerne, je dirais, la liste des accords, etc., je ne peux pas la faire maintenant, mais dans le sac, il y a aussi le guide de l'international et que vous pouvez, je dirais, le parcourir et sans aucun doute, vous allez trouver beaucoup ça marche, oui. Beaucoup d'informations plus détaillées sur comment, je dirais, demander ce genre de mobilité. Le guide précise les critères et le calendrier des appels et aussi les aides à la mobilité. Trois dernières remarques en ce qui concerne les étudiants internationaux. En 2018, ça c'est la première remarque, en 2018, l'école a pris position contre le projet de hausse de frais d'inscription pour les étudiants non européens. Et donc, elle a adopté un dispositif provisoire qui permet justement aux étudiants qui ne sont pas européens de s'acquitter des mêmes droits que les étudiants français et internationaux. Deuxième information, pendant la pandémie, nous avions lancé des ateliers internationaux pour, je dirais, un peu aborder les difficultés que les étudiants qui venaient de l'étranger devaient, je dirais, affronter pendant la crise sanitaire, donc solitude, manque d'efforts de séminaires en présentiel, etc. Or, à cette occasion, nous nous sommes perçus, peut-être en retard, qu'une série de problèmes allait, je dirais, dépasser la crise sanitaire, que nos étudiants internationaux parfois, voilà, étaient un peu dépaysés, un
avaient du mal à bien comprendre le fonctionnement de l'école, etc. Et donc, nous avons décidé de continuer cette expérience. Et donc, ceux qui le souhaitent, il y aura des séances dédiées justement de manière spécifique aux étudiants internationaux pour pouvoir échanger avec entre vous, mais aussi avec des enseignants. Marie-Paul, justement, a participé pendant 2 ans avec les collègues à cette expérience qui, justement, va repartir dans les mois prochains. Donc, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas, vous serez le bienvenu. Enfin, dans le hall de l'école, vous trouverez un stand qui est consacré justement aux étudiants internationaux. Vous pouvez demander conseil pour des démarches administratives qui concernent votre inscription à l'école, etc. Mais aussi en ce qui concerne des questions, je dirais, pour des démarches administratives externes à la vie de l'école, la sécurité sociale, etc. Et la personne qui est là pourra vous aider. Enfin, en cas d'autres questions, d'autres problèmes, etc., n'hésitez pas à contacter la direction des relations internationales. Et la direction des relations internationales est guidée par Caroline Chou. Et elle est aussi, je dirais, animée par 4 jeunes chargés de coopération, très sympas, dynamiques et intelligents. Merci. Bonjour à tous. Donc, je vais à nouveau vous souhaiter la bienvenue, mais cette fois, je vais le faire aussi au nom des services de l'école. Donc, pour vous dire qu'on est évidemment très heureux de vous accueillir ici. Les services de l'école, vous l'avez entendu, ils sont très mobilisés sur la question de votre accueil, sur l'organisation des enseignements, sur celle de la recherche, mais ils essayent aussi de travailler de manière très générale au fonctionnement de cette institution, qui est assez singulière. Alors, comme vous, les personnels qui travaillent dans cette école n'ont pas choisi le HESS par hasard. Ils sont extrêmement attachés à la singularité de l'école, comme ses enseignants et comme, évidemment, la majorité des étudiants qui nous rejoignent chaque année. Donc moi, je voulais simplement vous dire que dans l'école, il y a une chose qui a aidé cette jeune quinca à se créer il y a quelques années. Ça s'appelle l'élection, le vote, qui est le mode de fonctionnement de l'institution sur lequel tout est construit. Alors c'est une élection pour son président d'abord, puisque ça fait partie des institutions qui choisissent de ne pas désigner comme un organisme de recherche classique son président. C'est un président qui est élu, il est élu par ses pairs dans une assemblée, laquelle assemblée recrute également ses enseignants. Donc c'est vraiment un mode de fonctionnement assez dérogatoire, assez particulier. Et de la même manière, vous avez des conseils centraux très classiques, ceux-là qui fonctionnent, un conseil d'administration qui vraiment s'intéresse aux questions sérieuses de l'établissement, son budget, sa politique d'emploi, sa section disciplinaire que vous ne rencontrerez probablement jamais, son conseil scientifique qui, comme son nom ne l'indique pas, peut aussi avoir de temps en temps à traiter de sujets relatifs à la formation et à son évolution. Donc voilà, moi je voulais simplement vous dire, ces conseils-là, ces conseils centraux, ils ont des représentants étudiants et ces représentants ont évidemment un espace de discussion fort et je ne peux que vous conseiller vraiment, puisque vous entrez dans ce compagnonnage avec cette institution-là pour quelques années, je ne peux que vous conseiller de venir et de discuter avec nous, avec l'administration de l'école, avec la communauté des enseignants, de ce qui fera votre passage au sein de l'école et de ce que vous voudrez y faire évoluer, construire. Alors on a, outre ces conseils très classiques, bien sûr, des conseils plus particulièrement en lien avec la formation, un collège des masters qui est assez récent, vous l'avez entendu, et pour lequel d'ailleurs la participation des étudiants a été augmentée à la demande des étudiants. Donc on a maintenant 6 places dans ce conseil des masters, on en a 5 au conseil de l'école doctorale, comme on en avait 5 au conseil d'administration, 1 au conseil scientifique, et je ne vous parle pas des quelques instances sur lesquelles vous allez pouvoir être plus particulièrement investis, parce qu'elles vont directement concerner votre quotidien. Alors, il y en a une très classique, une instance de dialogue social. Vous voyez, les espaces de discussion sont très ouverts, très nombreux. Donc, il faut venir remplir tous ces sièges qui sont là pour vous.
Il y a une formation spécialisée au comité social d'administration qui s'occupe de tout ce qui est question de santé, sécurité, hygiène, conditions de travail. Et là, je pense que vous avez aussi des tas de choses à dire. Et enfin, le dernier mais pas le moindre, la commission de la vie étudiante, une commission qui est présidée par le président de l'école. Le vice-président de la commission vie étudiante est un étudiant de l'école. Et cette commission-là va évidemment servir de lien, de pivot entre l'administration de l'école, la communauté des étudiantes et le reste de l'institution. Et cette commission, elle a la main sur deux petites filiales, deux beaux outils. Il y en a un qui s'adresse vraiment à l'aide sociale aux étudiants, qui permet d'utiliser une partie de cette contribution que vous payez au moment de vos droits d'inscription. Vous payez une contribution qu'on appelle contribution pour la vie étudiante et de campus, et elle va être pour partie redistribuée via les aides sociales aux étudiants et via, par ailleurs, le fonds d'initiative des étudiants, le fameux FSDIE, c'est un nom absolument horrible, mais ça veut dire, en fait, c'est un fonds qui vous permet de proposer des projets et d'être financé pour ces projets-là. Et vous allez en voir quelques-uns dès aujourd'hui, puisque quelques projets qui sont passés devant la commission FSDIE ont été labellisés, financés, et vont venir encourager et compléter l'offre de ces journées de rentrée. Voilà, alors n'hésitez pas, soyez pas timides, je vous en supplie, venez, tous ces espaces sont là pour vous, et vraiment, ça nous fait progresser. Voilà, merci. Je voulais juste, Marie-Paul, un mot, je ne serai pas trop long car on a abusé de votre temps. On avait dit qu'on serait bref. Vous savez, c'est lorsqu'on avait passé, je crois en 68, un petit mot à Sartre, comme ça, à la tribune de la mutualité, on lui avait dit soit bref, il avait parlé 2 heures, ce qui était à peu près notre situation. Je voudrais simplement souligner quelque chose. Il me paraît important pour qui arrive à l'école, c'est que tous mes collègues ont insisté sur le caractère collectif, collaboratif de notre travail, et la recherche à l'encontre de ce que l'on entend ou de ce que l'on défend parfois. Ce n'est pas sous le régime de la concurrence, de la rivalité et de la jalousie ou de l'envie que cela fonctionne, mais sous le régime de la générosité, de l'échange, ce qui n'exclut pas naturellement la controverse et le désaccord. Et dans tout ce dispositif, dans tous ces dispositifs de recherche et d'enseignement, je voudrais insister, en rebondissant sur ce que vient de dire notre directrice générale des services, Claire de Marguerie, l'importance qu'y jouent les services. Nous avons la chance à l'école d'avoir un format ni trop petit ni trop grand, qui nous permet une interconnaissance qui va au-delà de vos tutrices, de vos tuteurs, de vos animateurs et animatrices de séminaires, et qui nous permet de savoir qui fait quoi et qui fait fonctionner dans l'école tel ou tel service. Je ne vais pas tous les nommer, ils sont nombreux, on en a nommé certains, je crois qu'on en a oublié un, pour qui d'ailleurs, sur qui repose une bonne partie aussi de cette journée, c'est le service de la communication sous l'autorité redoutable d'Anthony Miège, mais nos collègues de la communication aussi sont celles et ceux qui vous donnent tous ces supports et nous aident à vous accompagner. Et puis, dernier petit mot, je souhaite aussi remercier et saluer le travail remarquable des interprètes en langue des signes française. L'école est très attachée à cette interprétation, à cette traduction. Son programme handicap est une dimension à laquelle nous tenons beaucoup. D'abord, en ce sens que l'école doit être inclusive, bien sûr. C'est une orientation politique à laquelle nous sommes très attachés, mais au-delà de cette dimension qui devrait être partagée par toutes et tous et dans toutes les institutions, nous y développons, grâce à des collègues chercheuses et chercheurs, un programme de recherche en sciences sociales sur le handicap, ce qui est à l'image de l'école, à la fois faire et réfléchir sur ce que nous faisons. Voilà, j'arrête là, Marie-Paul, je dissipe tes inquiétudes et je te repasse immédiatement le micro. En tout cas, bienvenue à toutes et tous.
Bien. Merci beaucoup pour cette très belle introduction qui prépare un peu les tables rondes qui auront lieu cet après-midi, où tous les points seront redéveloppés plus en détail. Mais merci beaucoup pour le timing parfait, parce que je pense qu'il est juste midi pile. Et j'aurais voulu savoir s'il y avait des questions dans la salle suite à cette présentation institutionnelle, si vous avez des remarques ou des questions à adresser au président de l'EHESS et à ses vice-présidents et présidentes. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Bon, je crois que c'est toujours comme ça, hein, rassurez-vous. Après la présentation institutionnelle, on a rarement des questions. Voilà. Mais en tout cas, aux tables rondes de cet après-midi, vous verrez, on a vraiment pensé à un format interactif où vous allez pouvoir poser des questions au fur et à mesure. Et il y aura vraiment toutes les personnes de l'école pour vous répondre. Donc, je vous souhaite un bon appétit et on se retrouve cet après-midi. Et n'hésitez pas à aller voir l'expo en attendant et à faire un petit tour sur le campus. À tout à l'heure. Merci beaucoup à tous.